Troisième vidéo sur le chapitre de probabilité, le chapitre 22. On va s'intéresser cette fois-ci à la définition de probabilité. Donc on va définir ce qu'on appelle des espaces probabilisés, après avoir défini les expériences aléatoires, l'univers et les événements. Donc on se munit d'abord d'un espace probabilisable fini, puisqu'on est dans le cadre du programme de PCSI, donc on a un univers fini. Et on va appeler probabilité une application ou une fonction qu'on va noter P, ici définie comme ceci. Elle va donc de P de oméga à un événement. Elle associe un nombre entre 0 et 1. On va lui associer deux contraintes, de sorte à ce que ça définisse ce que l'on souhaite, appeler probabilité. On va vouloir que la probabilité de l'univers soit égale à 1. Et on va vouloir que pour deux événements incompatibles, la probabilité de A union B soit égale à P de A plus P de B. Donc ceci, ce sont les axiomes, les données que l'on impose pour définir une probabilité. Et une fois que l'on aura muni notre univers de cette loi de probabilité P, on aura ce qu'on appelle un espace probabilisé, qui aura donc une loi de probabilité P. Voilà. Alors P est noté ici, vous voyez, avec une notation qui ressemble à celle de R ou de Q, c'est avec des doubles barres. Il est tout à fait possible d'appeler aussi P sans double barre, de noter P de A indistinctement P de A. Voilà. Dans les exercices, je ne mettrai pas nécessairement de double barre, et dans le cours, je vais laisser double barre juste pour vous habituer à deux notations différentes usuelles. Donc modéliser une expérience aléatoire epsilon, c'est donc expliciter l'espace probabilisé, c'est-à-dire fournir la probabilité associée à chaque événement de l'univers. Alors bien entendu, si jamais vous avez deux événements aléatoires, deux événements incompatibles, vous avez donc la probabilité de l'union qui est égale à la somme des probabilités. Mais bien entendu, si vous généralisez et que vous prenez P événements incompatibles 2 à 2, alors la probabilité de l'union sera égale à la somme des probabilités par une récurrence simple sur le nombre entier petit p. Alors, une même expérience aléatoire a forcément plusieurs probabilités. On peut par exemple considérer un lancer de dés à 6 faces. L'univers, donc oméga, c'est l'ensemble des antinaturels 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si jamais on numérote, on note le numéro obtenu. Et on pourrait avoir une première loi de probabilité, donc P1, qui représente, modélise le lancer d'un dé non pipé. Et dans ce cas-là, on pourrait voir que la probabilité de n'importe quel événement A, c'est 1/6 fois le cardinal de A, c'est-à-dire 1/6 fois le nombre d'événements élémentaires qui composent A. Par exemple, le cardinal de l'événement A, obtenir un nombre pair, ça va être 3/6, puisqu'il y a les faces 2, 4 et 6 qui sont paires et qui correspondent donc à l'événement obtenir un nombre pair. On pourrait bien entendu aussi définir la probabilité P2, qui serait la probabilité où un événement A, on associe soit 0, soit 1, c'est un petit peu extrême. On associe 1 si 6 appartient à A, c'est-à-dire si dans l'événement A, il y a l'issue 6 présente, et 0 si 6 n'appartient pas à A. Et ça, donc, ce serait un dé qui est pipé, de sorte à tomber sur 6 à tous les coups. Donc on pourrait imaginer qu'il y a un poids dans le dé qui le fasse tomber sur la valeur 6 à tous les coups, quelle que soit la façon dont on le lance. Donc c'est un dé pipé de manière extrême. Il y a bien entendu plein d'autres manières de définir d'autres lois de probabilité qui ne seraient pas les mêmes ici. Alors, on a quand même besoin d'un petit peu plus de propriétés en général pour utiliser les probabilités. Et donc, il y en a 4 qui sont assez classiques. La première est que la probabilité de l'événement contraire de A, c'est 1 moins la probabilité de A, qu'on n'a pas pris comme définition, mais qui va pouvoir se déduire de la définition que l'on a pris. La deuxième, c'est que la probabilité de l'événement impossible est nulle. La troisième, c'est que la probabilité de B privé de A
c'est la probabilité de B moins la probabilité de A, et donc que la probabilité de A, si jamais A est inclus dans B, est toujours plus petite que la probabilité de B. Et la dernière, c'est la formule classique que vous connaissez, que la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. On va démontrer ces propriétés, et on va bien entendu commencer dans l'ordre par la première. La première, donc, regardons un petit peu. Il faut que je me serve des propriétés d'une probabilité pour démontrer que la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. A et A bar, je remarque que ce sont des événements contraires. Mais en tant qu'événements contraires, ils sont nécessairement incompatibles. Donc si je prends un événement quelconque de oméga, je sais qu'ils sont incompatibles. Comme ils sont incompatibles, je peux utiliser la définition de ma probabilité et me dire que la probabilité de A union A bar, c'est la probabilité de A plus la probabilité de A bar. Maintenant, A union A bar, c'est l'univers en entier. Donc la probabilité de A union A bar, c'est la probabilité de l'univers. Mais la probabilité de l'univers, c'est 1, toujours par définition, du premier point des probabilités. Donc la somme des deux probabilités vaut 1. Donc si jamais je passe P de A de l'autre côté, j'obtiens que la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. Voilà qui démontre le premier point. Deuxième point. Probabilité de l'événement impossible est nulle. L'événement impossible n'est rien d'autre que le contraire de l'événement certain. Et je connais la probabilité de l'événement certain. Donc je l'écris. Maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser la propriété petit 1 pour conclure, parce que la probabilité de l'événement impossible, c'est la probabilité du contraire de l'événement certain, donc c'est 1 moins la probabilité de l'événement certain, c'est 1 moins 1, c'est 0. Donc on a bien démontré facilement le petit 2. Passons à la démonstration de la troisième propriété. Donc, il faut que je démontre que si A est inclus dans B, P de A est inférieur ou égal à P de B. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de voir ce que je peux dire entre P de B privé de A, P de B et P de A. Si A est inclus dans B, on peut dire que B, c'est la réunion disjointe de A et de B privé de A. Vous avez peut-être un petit peu de mal à voir ça. Petit schéma vous aidera à comprendre. Donc, si je regarde, j'ai représenté B, j'ai représenté A inclus dans B, et j'ai matérialisé en rouge B privé de A, et je vois bien que B, c'est la réunion de la région verte et la région rouge, donc c'est bien la réunion disjointe de A et de B privé de A. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vais à nouveau me servir de ma propriété, ma définition d'une loi de probabilité. Et donc ici, je vais avoir que la probabilité de B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B privé de A, puisque les deux sont incompatibles. À quoi ça me sert? Vous voyez que la probabilité de B, c'est la probabilité de A plus quelque chose. Ce quelque chose, il est toujours positif ou nul, puisque c'est une probabilité. Donc, comme c'est positif ou nul, ça veut dire que la probabilité de B est toujours supérieure ou égale à la probabilité de A. Enfin, pour montrer la dernière formule, il me suffit juste de passer la probabilité de A de l'autre côté, et j'obtiendrai donc que la probabilité de B privé de A, c'est la probabilité de B moins la probabilité de A. Voilà qui démontre la troisième propriété. Il nous reste la quatrième à faire. Donc la quatrième, on va faire un petit peu de place. Voilà. Et puis, on va essayer de regarder ce qu'il faut démontrer. Ça parle de A union B, et ça donne une formule assez classique. Alors, on va commencer par faire un petit schéma. Voilà, j'ai A, j'ai B, et vous remarquez que j'ai exprimé A union B comme la réunion disjointe de A et de B privé de A.
ça va me permettre, là encore, d'utiliser ma propriété sur les événements incompatibles, qui sont donc la définition d'une probabilité. Donc, je vais écrire ce que j'ai vu, que A union B, c'est l'union disjointe de A et de B privé de A. Bien sûr, j'aurais pu choisir que c'était l'union disjointe de B et de A privé de B. Mais bon, il faut bien faire un choix. De toute façon, il y a deux démonstrations possibles, du coup. Donc, la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B privé de A. Ça, c'est la définition d'une probabilité. Bon, je suis pas mal, mais ce terme-là, il me gêne, parce que la probabilité de B privé de A, il faut que je le réexprime autrement, il faut que je le réexprime même avec la probabilité donc de B et la probabilité de A inter B. Bon, alors, concentrons-nous là-dessus, faisons un petit raisonnement. Bah, B, c'est l'union disjointe de A union B et B privé de A. Pour s'en convaincre, toujours un petit schéma que j'ajoute. Je me suis concentré donc sur la partie basse du schéma du dessus et j'ai dit que B était bien la réunion disjointe de A inter B et de B privé de A. Pas de souci là-dessus, on le voit bien et ça pourrait se démontrer mathématiquement, s'écrire. Donc, je vais réappliquer à nouveau ma formule. P de B, c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de B privé de A. C'est-à-dire que la probabilité de B privé de A, ici, je la retrouve là. Donc, je vais tout simplement passer P de A inter B de l'autre côté pour l'isoler. Et ensuite, injecter P de B privé de A dans ma formule. Finalement, j'obtiens bien ce que je veux, la probabilité de A union B, la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Voilà, on a donc fait la démonstration d'une grande partie des formules que l'on utilise de manière quasi systématique dans les exercices de probabilité. Faisons un petit exemple pour appliquer ces formules. Donc, on va d'abord regarder quelque chose de simple. On va prendre A et B, deux événements, et on va considérer C, l'événement A ou B se réalise, mais pas les deux. C'est-à-dire le ou exclusif. A ou B se réalise, mais pas les deux, ce qu'on appelle le XOR en informatique. Donc qui n'est pas inclusif. Le ou pas inclusif, le ou exclusif. Il faut déterminer la probabilité de C. Essayons d'exprimer déjà C en fonction de A et de B, ça nous simplifiera les choses. Donc C, si j'ai bien compris, c'est l'événement A union B. Bien entendu, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si jamais vous souhaitez le faire tout seul. Privé de A inter B. Parenthèse correctement, sinon on a des difficultés de le lire, pour le lire. Mais je sais aussi que A inter B est inclus dans A union B. Donc, si jamais je cherche à calculer la probabilité de C, je vais avoir que ça va être égal à la probabilité de A union B, auquel je dois soustraire la probabilité de A inter B. Reste à calculer la probabilité de A inter B, d'après la formule que l'on vient de démontrer juste avant. La probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, moins 2 fois la probabilité de A inter B, une fois due à la formule, et une deuxième fois due à la présence de probabilité de A inter B dans la ligne d'au-dessus. Voilà ce qui conclut l'exercice. On ne peut pas tellement aller plus loin, ne sachant pas ce que sont les événements A et B. On continue. Donc, on continue avec une formule que vous connaissez, qui vous a peut-être été présentée en terminale comme la formule des probabilités totales. C'est pas tout à fait ça, la formule des probabilités totales, c'est encore un petit peu plus loin. Alors, que nous dit cette formule?
Si jamais j'ai un système complet d'événements, je vous rappelle qu'un système complet d'événements, ça veut dire que les AI sont 2 à 2 incompatibles et que l'union des AI est égale à l'univers. Donc c'est le schéma que j'ai reproduit. Si je prends maintenant B, un événement quelconque, de oméga bien entendu, alors la probabilité de B, c'est la somme des probabilités des B inter-AI. Et en particulier, si jamais je prends B égale oméga, je retrouve que la somme des probabilités des AI vaut 1. Donc le en particulier découle clairement de l'application de la formule avec B égale oméga, donc on ne le démontrera pas, c'est juste une corollaire évidente. On va quand même démontrer le théorème. Alors, on va peut-être d'abord commencer par compléter le schéma de sorte à faire apparaître l'événement B graphiquement. Donc, dans la démonstration, on va avoir besoin déjà de comprendre ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Vous avez donc l'événement B représenté en rouge et vous avez ensuite les différentes parties de l'événement B symbolisées dans différentes couleurs. En fait, B a été régionné suivant les AI. Donc on voit bien que B est la réunion disjointe de B inter 1, B inter A2, B inter A3, B inter A4. Et bien ce que l'on a vu sur ce graphique, c'est ce qu'on va rédiger dans la démonstration, mais d'un point de vue général. Donc on va rappeler déjà que l'ensemble des AI est un SCE, donc que l'union de tous les AI est égale à oméga. Et on va le faire intervenir dans le calcul de P de B. La probabilité de B, c'est la probabilité de B intersection oméga. Ah oui, puisque comme B est inclus dans oméga, bah, B inter oméga est égal à B. Mais oméga, comme on l'a dit, c'est l'union des AI. Donc on va remplacer oméga par l'union des AI. On trouve ceci. Maintenant, à l'aide des propriétés que l'on connaît sur l'union et l'intersection, on sait qu'il y a distributivité. Donc, je vous renvoie au chapitre sur les ensembles, si jamais la formule qui suit vous paraît un petit peu mystérieuse. La probabilité de l'intersection de B avec l'union des AI, c'est pareil que faire l'union de l'intersection, l'union donc de I allant de 1 à N, de B inter AI. Donc je vous renvoie au chapitre sur les ensembles si jamais vous n'êtes pas convaincu sur cette formule-là qui a déjà été vue. Maintenant, je vais essayer de transformer cette union en somme pour finir. Bah, comment je vais faire? Je vais tout simplement rappeler que les AI, ils sont 2 à 2 distincts ou incompatibles. Donc, si je prends B inter AI, qui sont inclus dans les AI, les B inter AI sont aussi 2 à 2 incompatibles. Donc, comme ils sont 2 à 2 incompatibles, la probabilité de l'union de ces événements est égale à la somme des probabilités. Donc, la probabilité de B est égale à la somme des probabilités des B inter AI. Voilà donc qui finit de démontrer le dernier point ici de cette propriété. Pour finir cette partie sur les probabilités, on va enfin regarder une dernière propriété qui va nous donner des conditions très précises de caractérisation d'une probabilité. Alors, caractérisation d'une probabilité. On va donc énoncer le théorème suivant qui va nous donner une condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait existence d'une probabilité vérifiant certaines conditions. Donc, on va prendre un univers oméga 1, oméga n, on va prendre des réels P1, Pn, et puis on va écrire deux choses. La première, c'est qu'il existe une probabilité qui vérifie que la probabilité de oméga i soit égale à pi. Donc, j'ai l'existence d'une telle loi de probabilité qui vérifie ceci. La deuxième, en fait, c'est une condition sur tous les pays. Il faut que tous les pays soient positifs et que la somme des pays soit égale à 1. Dans ce cas-là,
la probabilité P qui vérifie ceci est unique. Et si jamais j'écris la probabilité de A, la probabilité de A ne sera que la somme des probabilités PI, c'est-à-dire la somme des probabilités PI pour tous les oméga I appartenant à A. C'est-à-dire que la probabilité de A, ça sera la somme des probabilités associées à chacun des événements élémentaires qui composent A. Par exemple, la probabilité d'être pair sera la somme des probabilités d'obtenir 2, 4 ou 6, qui sont des événements élémentaires. La probabilité d'être impair sera la somme des probabilités d'obtenir 1, 3, 5. Donc c'est une propriété d'existence. Elle n'est pas nécessairement utile à retenir telle qu'elle. Par contre, il est toujours intéressant de comprendre et de retenir que la somme des probabilités vaut toujours 1. Que les probabilités sont toujours des nombres réels compris entre 0 et 1. Et que la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. Je vous ai mis un petit exemple à compléter. Il faut compléter la case ici, de sorte à ce que ce tableau-là définisse bien des pays qui sont associés à une probabilité. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez un petit peu réfléchir, et puis je corrige juste après. Donc là, si jamais je regarde P1, P2, P3, P4, P5, on a bien des nombres qui sont entre 0 et 1, positifs entre 0 et 1, donc c'est très bien. Après, pour remplir la dernière case, il faut absolument que la somme des pays soit égale à 1. Donc si jamais je regarde 1 plus 3 plus 4 plus 2 plus 5, j'obtiens 15 vingtièmes donc, et donc de sorte à ce que la somme fasse 20 sur 20, on arrive avec du 20 vingtièmes. Pour faire 20 sur 20, il nous faut rajouter du 5 vingtièmes. Voilà. Alors on va démontrer cette propriété. La rédaction de la démonstration est déjà faite, dans la mesure où elle est un petit peu technique au niveau écriture, mais à lire, on va essayer de détailler ce qui se passe. On va bien entendu démontrer cette équivalence par double implication. Donc double implication, vous savez ce que ça implique, c'est que I implique 2I et que 2I implique I. Donc I implique 2I, je pars d'une probabilité telle que quel que soit mon issue élémentaire oméga I, la probabilité de ce oméga I soit égale à P. Donc je vais vérifier que 2I est vérifié. Je sais que P, c'est une probabilité, donc elle a valeur dans 0, 1. Donc tous les pays sont positifs ou nuls. Donc ça, c'est impeccable. De plus, je sais que l'ensemble des oméga I, c'est un système complet d'événements. Ben oui, puisque l'univers se partitionne en les issues élémentaires oméga I. Donc si je prends leur collection, la collection de tous les oméga I, ça me donne bien un système complet d'événements. Ils sont bien 2 à 2 disjoints et leur réunion fait bien l'univers. Donc forcément, d'après la propriété que j'ai démontrée juste au-dessus dans la page 7, on sait que la somme de tous les pays, c'est la somme des probabilités des oméga I qui est égale à 1. Donc on a bien que I implique 2I. Alors réciproquement, c'est un petit peu plus technique. Il faut démontrer que si il existe des réels PI, tous positifs ou nuls, et que la somme des PI est égale à 1, il faut démontrer que il existera une certaine loi de probabilité PI, P, qui vérifiera que la probabilité de oméga I soit égale à P. Pour montrer l'existence et l'unicité de cette loi de probabilité, on va utiliser un raisonnement par analyse synthèse, forcément. Supposons d'abord qu'avoir une telle loi de probabilité qui convienne. Donc on suppose d'abord qu'on en connaisse une et qu'elle convienne. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle devrait vérifier pour voir si jamais on la trouve bien unique et si jamais on trouve bien des conditions qui sont acceptables. Donc je prends un événement quelconque de P de oméga et je le réécris
et c'est là que toute la démonstration tient, j'aurais écrit par un jeu d'écriture que l'événement A est juste la somme, pardon, l'union de tous les événements élémentaires qui le composent. Logique. C'est juste ça. Mais comme ces événements élémentaires, ils sont toujours 2 à 2 disjoints, bah, je vais avoir que P de A, ça va être la somme de tous les pays. Puisque quand je repasse à la probabilité, l'union se transforme en somme dans la mesure où ils sont 2 à 2 disjoints. Donc ça va être la somme de tous les pays. Ça me définit donc pour chaque événement grand A un certain nombre qui est égal à la somme de tous les pays. Donc ça me définit bien quelque chose, un candidat potentiel pour être une probabilité. Dans la synthèse, il va falloir que je vérifie que ce que j'ai appelé P de A, et donc ici P, ce qui lui est l'application qui lui est associée, est bien une loi de probabilité. Donc on pose maintenant la définition complète de la loi P de probabilité, vu ce qu'on a trouvé dans l'analyse, et on va vérifier qu'elle vérifie la définition d'une probabilité. Dans un premier temps, bah, elle est bien définie, parce que si jamais je prends n'importe quel élément A, ici, tous les pays sont bien positifs, donc P de A, c'est bien un nombre positif, ou nul, et la probabilité de A, c'est la somme de certains pays, mais c'est donc plus petit que la somme de tous les pays. Et la somme de tous les pays est égale à 1. Donc, on a bien une fonction à valeur dans l'intervalle 0,1, comme exigé ici. P de oméga, oméga, c'est l'union de tous les pays, donc la probabilité de oméga, c'est la somme de tous les pays. Donc, c'est bien égal à 1, comme exigé. Dernière chose, je vous rappelle qu'il faut que pour des événements incompatibles, on ait la probabilité de A union B est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Je n'ai qu'à juste réécrire ce que ça veut dire que la probabilité de A union B, d'après la définition, c'est la somme des probabilités de tous les pays pour tous les oméga i qui sont soit dans A, soit dans B. Je n'ai qu'à scinder cette somme en deux, je vais dire que c'est la somme de tous les pays pour les oméga i qui sont dans A, plus la somme de tous les pays, plus sur les oméga i qui sont dans B. Et là, je retrouve dans un premier temps la définition de P de A, et dans le deuxième paquet, la définition de P de B. Ainsi, on a bien prouvé que P est une probabilité puisque ça vérifie tout ce que l'on souhaite pour la définition d'une probabilité, donc on a l'existence. Enfin, maintenant que l'on a démontré ça, on va s'intéresser à un cas vraiment très utile, c'est le cas particulier de l'équiprobabilité. Pourquoi? Parce que la propriété du dessus nous assure que si jamais on a un univers oméga 1, oméga n, il existera une seule probabilité P, telle que, pour tout i compris entre 1 et n, la probabilité de oméga i, de l'événement élémentaire oméga i, soit 1 sur le nombre d'éléments de l'univers. C'est-à-dire que si vous avez lancé D, si jamais vous lancez un dé à 6 faces, la probabilité de tomber sur chacune des faces sera de 1/6. C'est ce qu'on appelle, cette probabilité-là très particulière est appelée probabilité uniforme. Uniforme dans la mesure où chaque issue élémentaire a la même probabilité. C'est donc qu'on se trouve dans un cas d'équiprobabilité. Et donc, on a un cas équiprobable. Et pour calculer la probabilité dans un cas équiprobable, la formule est très simple. La formule, c'est juste nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Et c'est pour ça qu'on cherche très souvent dans des situations concrètes à se ramener à des situations où on a équiprobabilité, puisqu'il suffira de savoir dénombrer, puisque on aura besoin de connaître le cardinal de A. Il suffira donc de savoir dénombrer pour savoir calculer la probabilité de l'événement A. Puisque la probabilité de l'événement A sera la somme
de tous les P de oméga pour les oméga appartenant à A. Donc, il y en aura autant que le cardinal de A ici. Petit exemple, vous lancez donc un dé à 6 faces, la probabilité de tirer un nombre pair, c'est bien entendu 3/6. 3/6, c'est un demi. Logique, une chance sur 2 de tirer un nombre pair. Cette formule n'est valable que dans les cas équiprobables. Ça fonctionne avec un dé normal, mais pas avec un dé truqué. Si vous avez un dé truqué, si vous voulez tirer un nombre pair, vous ne savez pas du tout si la probabilité sera de 1/2. Ça dépend de la façon dont votre dé est truqué. Un petit exemple, un petit bonus pour finir ce grand 2. On va faire un exemple qui n'est pas dans le poli de cours. Voilà. On va lancer un dé truqué et on va noter le numéro obtenu. Alors, on vous dit quand même comment ce dé est truqué, sinon c'est pas possible de faire l'exercice. La probabilité de tomber sur chaque face sera proportionnelle au numéro de la face obtenue. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si jamais vous voulez le faire tout seul, cherchez, et puis je le corrige juste après. Alors, comment est-ce qu'on corrige ça? Bah, c'est assez simple. Il va falloir noter, par exemple, x, la probabilité de tomber sur la face 1. Et donc, si jamais je tombe sur la face 2, la probabilité de tomber sur la face 2 sera 2x. La probabilité de tomber sur la face 3, 3x. Face 4, 4x. Face 5x, face 6, 6x. Mais je cherche x. Je cherche x, et j'ai quand même une condition, c'est que la somme des probabilités vaut toujours 1. Donc je n'ai plus qu'à faire 1x plus 2x plus 3x plus 4x plus 5x plus 6x. Ça nous fait 21x. Donc 21x doit être égal à 1. Donc x est égal à 1 sur 21. Et on a donc notre loi de probabilité. Donc on sait que la probabilité de tomber sur 1, c'est 1 sur 21, sur 2, 2 sur 21, sur 3, 3 sur 21, etc. jusqu'à sur 6, 6 sur 21. Ce qui nous permet donc de connaître notre probabilité du dé truqué, juste avec cette description que j'ai proposée ici. Voilà qui clôt donc la définition de tous les espaces probabilisés avec les lois de probabilité. Et on va s'intéresser maintenant à faire des exemples. Et dans une prochaine vidéo, on détaillera aussi les probabilités conditionnelles et on finira par l'indépendance, ce que c'est que l'indépendance pour des probabilités.